Bonjour, nous sommes au Grand Théâtre de Bordeaux pour le Forum d'Avignon organisé cette année à Bordeaux. Nous sommes ici aujourd'hui avec Michel Onfray. Bonjour Michel Onfray. Bonjour. Vous êtes intervenu tout à l'heure dans les débats. Alors peut-être avant de revenir sur ce qui s'est dit, qu'est-ce que ça représente pour vous le thème du Forum de cette année, entreprendre la culture? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous? Oui, Comment ça résonne? Il faudrait un long temps pour pouvoir s'expliquer sur ce sujet-là, parce que la culture, c'est la production d'une œuvre, et ça peut être assez facile à faire. Je veux dire, on peut écrire un poème, on peut écrire un roman, on peut écrire un essai, on peut composer une symphonie, mais il y a un moment donné où ce poème, il faut qu'il puisse être lu. Ce livre, il faut qu'il puisse être lu. Cette symphonie, il faut qu'elle puisse être entendue. Donc effectivement, il y a un moment donné où la culture est inséparable des moyens qu'il lui faut pour être entendu et pour se diffuser. Donc à ce moment-là, l'argent arrive assez rapidement en ligne de compte, et il faut payer des imprimeurs, des diffuseurs, des distributeurs, des libraires, des vendeurs de livres, etc., etc. Et effectivement, il y a une partie liée entre la culture et le monde de l'entreprise, et l'argent, et le business, etc. Et donc, il faut savoir, est-ce qu'on veut ne pas perdre d'argent ? Est-ce qu'on veut faire beaucoup d'argent? Et là, c'est plus du tout la même chose. Si on veut ne pas perdre d'argent, alors à ce moment-là, on peut même imaginer qu'on puisse en perdre. Un éditeur peut très bien imaginer qu'un très grand livre est né et qu'il doit le publier, même si ça ne se vendra pas, parce que, au regard de l'histoire, c'est un grand livre. Et financer ce livre-là par un autre qui se sera bien vendu et qui aura permis de la trésorerie. On sait aujourd'hui que ça ne fonctionne plus comme ça. Un éditeur ne fait pas des livres qui se vendent très bien pour pouvoir éditer des livres qui se vendraient moins. L'éditeur ne veut que des livres qui se vendent très bien. Donc souvent, des livres écrits par des nègres, signés par des gens qu'on connaît très bien, qui ne savent pas écrire, qui parfois même n'ont même pas lu leurs livres, et qui sont des footballeurs, des politiciens, des acteurs, des comédiens, etc. Donc effectivement, il faudrait clairement poser le problème de l'argent, de l'entreprise, du coût de la culture, de qui doit faire quoi. Parce que ça ne peut pas être gratuit. Moi, je crée une université populaire gratuitement et bénévolement parce que j'ai des droits d'auteur et que j'ai des lecteurs et que mes lecteurs me le permettent. Mais il n'est pas normal qu'on doive être bénévole quand on s'occupe de culture. Mais comment ajuster ça alors, justement, le poids de l'économie ou des entreprises privées sur la culture? Comment on pourrait réajuster pour trouver un nouvel équilibre? Déjà, revaloriser le travail intellectuel en disant que c'est un travail. Moi, quand on m'invite 10 fois, 9 fois, on m'invite en disant que voilà, je viens. Personne ne me propose de me payer. Et la 10e fois, quand on me propose de payer, on me propose 150 € pour faire 2 heures de conférence. Il faut que je traverse la France et que je revienne. Et parfois, on me dit qu'on peut prendre en charge mon billet de 2e classe et qu'on me nourrira à la maison où les gens m'accueilleront bien volontiers. Donc on se dit, on ne fait jamais ça avec un médecin en disant je vous fais venir. Et puis vous rentrez chez vous et je ne vous paie pas. Ou avec son boulanger en disant je prends du pain parce que j'ai faim mais je ne vous paie pas. Donc il y a un moment donné où il faut aussi qu'on parle de droit d'auteur et puis qu'on parle de mutualisation. Moi je fais des livres qui se vendent bien et je gagne de l'argent. Je trouverais tout à fait normal qu'on me ponctionne de l'argent sur mes droits d'auteur pour fabriquer une caisse qui permettrait à des jeunes auteurs, voire à des jeunes éditeurs qui font des choses de qualité, de pouvoir exister. Ça me paraîtrait tout à fait normal. Simplement, on sait aujourd'hui qu'il y a des postes culturels qui prennent beaucoup d'argent. L'IRCAM, la très grande bibliothèque, Beaubourg ou ce genre de choses, sont des machines, sont des gouffres financiers. Et puis à côté, et puis des gens qui sont tout à fait entretenus par les pouvoirs. Il y a des artistes d'État, il y a des écrivains d'État qui ont des bourses, qui ont des subventions, qui ont des commandes, etc. Et je pense que comme on ne parle pas d'argent en France, on commet une erreur. Il faudrait dire la culture et l'argent sont indissociables. Parlons d'argent, parlons d'argent. Ne dites pas que ça n'existe pas, ça existe et d'une certaine manière, ça fait la loi. Depuis qu'en 83, Mitterrand a choisi le libéralisme pour l'économie mais aussi pour la société, et bien aujourd'hui, c'est l'argent qui fait la loi. Donc quand on fait un film, un producteur ne produit de film que s'il est censé faire des bénéfices avec ce film. Il ne dit pas « je produis ce film parce que ce type est un grand cinéaste ». Fellini n'a pas pu financer son dernier film, Rossellini n'a pas pu financer son dernier film, et ça remonte quand même à loin. Et il y a des gens qui n'ont pas pu, Claude Nougaro par exemple, en son temps, financer un disque, simplement parce que les gens ont dit on ne vend pas assez de disques avec vous, on ne fera pas assez d'entrées avec vous, même si vous êtes Nougaro, même si vous êtes Fellini, ce n'est pas notre problème. Donc je pense qu'aujourd'hui, l'argent fait la loi partout, le marché fait la loi partout, et l'argent fait la loi dans la culture, et qu'il faudrait le dire.
mais qu'on ne le dira pas ici, puisque les grands acteurs de la culture le savent bien, puisque ce sont eux qui distribuent l'argent à leurs copains, à leurs amis, et qui sont responsables d'un système qu'ils ne dénonceront pas. Tout à l'heure dans les débats, on a parlé aussi en fait d'une forme d'élitisme ou de pouvoir parisien sur la culture. Est-ce que vous pensez qu'en effet il y a une dichotomie entre le poids de la capitale et puis les différentes régions en France? Comment ça se manifeste? Ah oui, bien sûr. C'est-à-dire que si vous avez du talent aujourd'hui en province et que vous voulez l'exercer, il faut aller à Paris. Vous ne pouvez pas aujourd'hui faire une carrière de danseur, de cinéaste, même éventuellement de romancier, si vous n'êtes pas près des gens qui décident de la carrière, près des médias, près des journalistes, près des gens qu'il faut rencontrer, il faut aller dans des cocktails, il faut voir des gens, etc. Moi, j'ai jamais joué cette carte-là parce que c'était une époque où c'était possible. Aujourd'hui, c'est plus possible. Ça n'est plus possible. D'abord, on me dit, mon éditeur me dit, on ne publierait plus le livre qu'on a publié de toi quand on l'a reçu par la poste. Et moi, j'ai jamais mis les pieds à Paris pour autre chose que pour le nécessaire. Je suis jamais allé à un cocktail, je suis jamais allé à un dîner mondain, je n'ai jamais fait un repas utile et j'ai pu être ce que je suis. Mais les jeunes philosophes aujourd'hui qui enverraient un manuscrit par la poste ne seraient pas édités. Et s'ils étaient édités, pour exister, il leur faudrait devenir des gens de cour, des individus qui fréquentent les bonnes personnes, aux bons endroits, qui distribuent l'argent public. Et ça, c'est catastrophique. Et enfin, dernière question, est-ce que vous observez qu'il y a une forme de différenciation entre une culture, bon, c'est un peu schématique comme question, mais une culture populaire et une culture élitiste? Est-ce qu'il y a du coup le poids de l'économie a une influence sur ce fossé? Je ne sais pas trop ce qu'est la culture populaire. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait la culture. Alors, c'est quoi la culture? Parce que finalement, c'est peut-être ça. C'est divers et multiple. Pour être simple, disons que ce sont les représentations que se constitue une civilisation pour exister, pour être et pour durer. Ce qui veut dire que la culture, c'est l'art de se souvenir de ce que fut la culture. Donc on explique Shakespeare, Molière, Cervantes, Rubens. C'est ce qui restera? Alors ça c'est une première chose. C'est pas forcément ce qui restera parce que François Coppée était un grand poète extrêmement loué au XIXe siècle, plus personne ne sait qui c'est. Et Zola, qu'on ne connaissait pas beaucoup à l'époque, aujourd'hui est devenu un auteur qu'on enseigne dans les collèges et dans les lycées. Donc la culture, c'est donc la connaissance du passé qui nous a constitués, mais c'est aussi la préparation de l'avenir. Et il y a des gens aujourd'hui qui se croient des artistes subversifs, qui sont subventionnés par l'État et qui font à peu près ce que Zara faisait il y a un siècle. Ils ont un siècle de retard, mais ils se présentent encore comme une avant-garde. C'est-à-dire Duchamp lui-même disait qu'à un moment donné, il faudrait être duchampien avec Duchamp lui-même. Et aujourd'hui, on a des gens qui ont l'impression que, faisant des performances à la Duchamp, ils sont toujours modernes, et on a la culture qui donne beaucoup d'argent à ces gens-là. Donc la culture, c'est pas simplement ressasser le passé, c'est aussi inventer le futur. Une culture, la culture qui pour moi me paraît essentielle, sans oublier la culture du passé, c'est le laboratoire de l'avenir. La culture, c'est aussi donc souvenir du passé qui nous a constitués, mais c'est aussi prévision du futur qui est susceptible de nous constituer, avec des gens qui sont à l'avant-garde et qui inventent des nouvelles formes, donc qui se défont des formes anciennes, qui sont subversifs, qui ne vont pas refaire les monochromes d'Yves Klein, qui ne vont pas refaire le cinéma de Godard, qui ne vont pas refaire, ça a déjà été fait. Donc on fait autre chose. Et le but, c'est pas non plus de faire ce qui se faisait avant, ça n'a pas de sens, ça c'est être réactionnaire. Mais il faut dire aujourd'hui, voilà, on invente une nouvelle forme, des nouvelles visions du monde, on dessine autrement. Il n'est pas question, quand on est architecte aujourd'hui, de refaire du genre Nouvel. Ça nous sature, et le genre Nouvel, c'est la même chose partout sur la planète, et tous les architectes aujourd'hui font du genre Nouvel, etc. Pas question non plus de refaire du néo-classique comme on le faisait au XIXe siècle, ça n'a pas de sens. Donc il faut inventer quelque chose. Et un architecte qui inscrirait son nom dans la culture, c'est pas quelqu'un qui ferait du néo-ceci ou du néo-cela, c'est quelqu'un qui dessinerait quelque chose dont on pourrait dire « Ah, ça, c'est lui ». Et on le voit bien, quand il y a des artistes avec Napoléon, eh bien, il y a un style qui est le style Empire. Et on le voit bien, même quand on n'a pas vu un meuble et qu'on découvre un meuble, on voit, je sais pas, à 10 mètres, on dit un meuble Empire. C'est une chaise Empire, c'est une peinture Empire, bon, voilà. Et je crois que nous ne sommes pas capables d'inventer parce que nous sommes dans la répétition.
on reproduit. La culture aujourd'hui, c'est la reproduction de ce qui a bien marché. Et on est incapable d'inventer, c'est-à-dire les formes nouvelles ne surgissent pas parce qu'on reproduit ce qui ramène de l'argent pour le coup, ce qui est rentable et ce qui permet de ne pas prendre de risques. Est-ce que c'est propre à notre époque? Enfin, si on fait le lien par exemple avec la Renaissance qui s'était finalement beaucoup inspirée de l'Antiquité, est-ce qu'il n'y a pas non plus régulièrement dans l'histoire en fait, des moments de pause peut-être dans la création et besoin de réadopter des styles, des modes? C'est compliqué la Renaissance, parce que quand la Renaissance remet au devant de la scène l'Antiquité, c'est pour se défaire du judéo-christianisme. C'est-à-dire qu'on ne peint que des nativités, que des assomptions, que des crucifixions, etc., etc. Puis un jour, vous peignez Adonis. Vous imaginez la Révolution, c'est-à-dire le premier personnage qui laisse de côté le sujet religieux et qui va nous peindre, je ne parle même pas de Bacchus, je ne parle pas de Vénus, mais qui nous peint une scène mythologique. D'un seul coup, on dit « Ah, il y a un autre monde, le christianisme n'est pas le fin mot de l'affaire, etc. » Donc, on reprend l'Antiquité, mais on n'est pas dans la même relation que les gens de l'Antiquité. Dans l'Antiquité, les gens croient à Bacchus. Vraiment à ce que dit Paul Venn, les Grecs ont cru à leur mythe et les Romains aussi. Simplement là, on n'y croit plus, mais d'un point de vue plastique, c'est une façon de prendre des distances à l'endroit du judéo-christianisme. Et ça l'est aussi d'un point de vue factuel. La peinture de la Renaissance n'est pas la peinture du Moyen-Âge. Et la peinture qui va suivre, classique, Renaissance, baroque, rococo, maniériste, romantique, etc., sont des peintures qui à chaque fois s'émancipent. Elles s'émancipent de ce qui se faisait précédemment. Donc non, je pense que nous sommes dans une logique qui est celle du judéo-christianisme et qu'on a fait notre temps et que quand une civilisation n'a plus rien à dire, elle ne dit plus rien. Donc elle ressasse, elle répète. On a des artistes, là il y avait des artistes que j'ai reconnus dans la salle, qui sont des gens qui ont découvert Marcel Duchamp comme s'il avait fait quelque chose hier, Marcel Duchamp, qui refont du petit machin du Champien et qui sont subventionnés par l'État et qui étaient là, dans le public. Tout ça est très drôle, mais la culture n'est pas là. Merci beaucoup pour cet échange. C'est moi qui vous remercie. Et bon Forum d'Avignon. Merci. Merci. Merci à vous.